Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue et merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne récemment. Et merci à tous ceux qui sont toujours là, je ne vous oublie pas. Aujourd'hui, c'est un topo lecture parce que c'est finalement la base d'une chaîne lecture à mon sens. Donc pour ce topo, je vais te parler de classiques, je vais te parler de poésie, puis il y aura un petit peu de policier. Il va y avoir du théâtre, de la fantaisie et de la littérature russe. Voilà pour le programme. Une fois n'est pas coutume, j'ai aussi envie aujourd'hui de te présenter mes lectures par ordre de ce que j'ai le moins aimé jusqu'à ce que j'ai préféré. Le premier livre que je te présente et qui donc malheureusement m'a moins plu, c'est Grand conteur russe. On est ici aux éditions Gauthier-Languereau. C'est une publication de 1968 et dans ce recueil, parce que ce sont à chaque fois des nouvelles, on va retrouver Pouchkine, Gogol, Lermontov, Tourgueniev, Tolstoï et Tchekhov. Donc vraiment, ce sont de grands conteurs russes. À part la première nouvelle qui est La Dame de pique, eh bien, je dois dire que j'ai un petit peu moins apprécié ce recueil, alors que de base, je suis quand même une amatrice de la littérature russe. Dans ce recueil, ce qu'on va retrouver, ou en tout cas le caractère principal, c'est que ce sont des contes qui sont plutôt fantastiques. À chaque fois, il y a une petite dimension, soit un pacte avec le diable, soit un élément fantastique, hein, comme le nom l'indique, qui vient chambouler l'histoire. Donc, ça, c'est pour moi le fil conducteur des choix de ces différents contes, ce qui au départ n'était pas pour me déplaire parce que j'aime aussi beaucoup cette thématique. Ce qu'il s'est passé, parce que évidemment je ne remets pas en doute, je pourrais, mais je ne vais pas passer en revue chacune de ces nouvelles. Ce que j'ai moins apprécié ici, c'est que souvent je trouvais les histoires un peu plates. J'attendais quelque chose d'un peu plus impactant, d'un peu plus fort. Et moi, je n'ai pas été fort surprise, ou en tout cas, oui, j'ai moins aimé les fins, et j'ai finalement peu trouvé d'intérêt aux nouvelles en tant que telles. J'ai pas trouvé que c'était très intéressant, donc je me suis un petit peu ennuyée, et je me rends compte qu'après chaque nouvelle, ou pendant chaque nouvelle, j'avais un petit peu envie d'accélérer et de lire en diagonale, ce qui n'est évidemment pas bon signe. Expliquer pourquoi, c'est difficile, parce qu'il faudrait que j'analyse chacune de ces nouvelles, et je ne vais pas le faire ici. Je pense que si tu aimes la littérature russe, tu peux trouver ton bonheur, tu peux partir à la rencontre de ces textes, parce qu'évidemment, mon avis n'est peut-être pas celui que tu vas avoir, ma sensibilité n'est peut-être pas la tienne. Donc voilà pour les grands conteurs russes, j'ai pas beaucoup d'autres choses à en dire. Ensuite, malheureusement, c'est Entre fauves de Colin Niel. Il a été publié ici au livre de poche en 2022. C'est un auteur qui est français et c'est une lecture commune que j'ai faite avec Olivia de la chaîne Les Roseaux de Livres. Ça faisait longtemps. Et donc voilà, c'est avec plaisir que nous avons lu ce livre, même si, bon, puisqu'il est en deuxième position, tu te doutes que je l'ai un petit peu moins apprécié. On va retrouver plusieurs narrations, plusieurs voix, puisque nous allons suivre une chasseuse européenne, on va suivre un chasseur qui est namibien, on va également suivre un écologiste français, en tout cas quelqu'un qui est contre la chasse, et puis on va suivre un lion. Oui, effectivement, c'est un peu bizarre, mais il a aussi son mot à dire dans ce livre. Au départ, on va suivre donc leurs différentes voix, puisque les chapitres sont en alternance, et on va essayer de comprendre comme ça qui est qui, comment est-ce que ces histoires s'entremêlent, quand est-ce que se passe tout ça, qui est qui par rapport aux autres. Ça, c'est l'enjeu de cette histoire. Ce qu'il va se passer, c'est que assez vite, on va apprendre qu'un lion est mort, et une photo qui illustre cette chasse va montrer la mort du lion avec une chasseuse, une tire à l'arc, enfin une archère qui, semblerait-il, a tué ce lion. Et donc, tout s'emboîte autour de ce meurtre
et on va essayer d'un petit peu comprendre. Alors, au départ, moi, j'étais intéressée par ces différentes voies, et j'étais intéressée parce que j'avais l'impression qu'on pouvait se diriger vers le roman noir. J'ai été un petit peu déçue parce qu'on reste dans l'histoire de ces personnages, mais on ne creuse pas assez ces dimensions sociales. Ce que je reproche au livre, c'est que j'ai trouvé que les personnages étaient un peu trop caricaturaux, n'évoluaient pas beaucoup au fil de l'histoire, et parfois vraiment restaient campés dans une personnalité, mais qui était, comme je le disais, caricaturale, donc ça m'a un petit peu dérangée. J'ai trouvé que l'écriture était un petit peu trop simpliste, donc je n'ai pas trouvé ça voilà, trop à mon goût, on va dire. J'ai parfois trouvé aussi que certaines intrigues étaient prévisibles, pas toutes, mais les principales, donc ça je trouvais ça un petit peu dommage aussi. Au final, le lion qui parle, qui aurait pu aussi donner une autre dimension, moi, m'a un petit peu déplu, j'ai trouvé ça un tout petit peu ridicule, et je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose non plus à l'histoire. J'ai pas trop aimé la fin non plus. Donc voilà, je pense que je suis passée à côté, ou en tout cas que je ne suis pas le public pour ce livre-là. Je pense qu'il a eu du succès. Bon, je le dis aussi à chaque fois, en tout cas moi, je n'ai pas rencontré ce livre-là. Maintenant, voilà, si l'histoire te plaît, ça se lit quand même très bien, franchement, c'est voilà, très fluide, dans le sens où tout se lit très rapidement. On rentre bien dans l'histoire aussi, on comprend bien qui est qui, il y a tout un scénario avec un début, un milieu, une fin, enfin, je veux dire, voilà, c'est linéaire, même si la construction ne l'est pas, il y a des retours en arrière, il y a des jeux dans le temps, voilà, il y a quand même certains éléments qui me font mettre ce livre-là en deuxième position. Ensuite, j'ai lu, ou en tout cas, je mets ce livre-là, c'est Petit Blanc de Nicolas Cartelet, on est aux éditions Nemos dans leur collection Mu. Ça a été publié en 2020 et c'est un auteur qui est français aussi. C'est une sorte de conte. On va suivre le personnage principal, Albert Villeneuve, qui va s'embarquer, prendre un bateau avec notamment sa femme et sa fille. La destination, c'est l'île Sainte-Madeleine. L'objectif, pour lui, c'est de reconstruire sa vie, en tout cas professionnelle, et obtenir, si possible, une terre, la cultiver et essayer d'avoir ou d'accumuler quelques richesses. Le problème, c'est que pendant le voyage, sa femme et sa fille vont décéder. Il va donc accoster sur l'île. Et malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu parce que, dès le départ, il ne va pas recevoir de terre. Et vu son comportement, eh bien, ce n'est pas sûr qu'il en reçoive une un jour. Le problème, c'est que ça n'allait déjà pas très fort au départ, mais vu sa situation sur l'île et vu ses conditions de vie, eh bien, ça va aller de mal en pis. Voilà pour l'histoire. J'aimais beaucoup ce côté, je trouvais ça original, j'aimais beaucoup ce que l'auteur voulait dépeindre. Et là, pour le coup, on est plutôt dans une réalité sociale que j'avais apprécié découvrir, ou en tout cas que je voulais voir un peu exploiter. Ce qui m'a moins plu ici, c'est que je n'ai pas fort apprécié les personnages. Alors, ça, je ne sais pas si c'est à dessein ou pas, mais donc c'est pas très gai d'évoluer dans un livre quand on n'apprécie personne, finalement, parce que c'était un petit peu ça. J'ai pas aimé le personnage principal, et donc, quand il lui arrivait quelque chose, j'avais pas énormément d'empathie. Enfin, on se comprend, je trouvais ça très difficile à vivre, mais vu que je ne l'appréciais guère, bien, je ressentais moins de choses pour lui, malheureusement. Je trouvais aussi que dans l'histoire, c'est assez court, mais il y a quand même beaucoup de détails qui, pour moi, alourdissent l'histoire. Donc, je trouvais que le style n'était finalement, ou l'histoire n'était pas si fluide que ça, pour le coup. Une autre chose au niveau du scénario, c'est que parfois, ça se répète. Il y a beaucoup de phrases pour une même idée. Donc je trouve que ça peut être un peu lassant et ça donne une impression de longueur. Il y a donc cette dénonciation de certaines personnes qui pensent que la vie est meilleure ailleurs et qui finalement sont extrêmement déçues et qui vont même obtenir une vie pire que là où ils étaient. Mais j'ai quand même un petit arrière-goût parce que je trouvais que ce personnage ne servait pas le propos.
Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est le ressenti que j'ai eu à la lecture de ce livre. Si tu l'as lu et que tu en as eu un autre, n'hésite pas à le partager et à me dire ce que toi tu as pensé, voilà, à contrario de ce que je viens de dire. Mais donc, voilà, là aussi, ce n'est pas le roman qui a rencontré pour moi toute l'adhésion. Puis vient Les filles du camp Forevermore de Kim Fu. C'est une publication en version originale en 2018 et une version française en 2022 pour les éditions Héliotrope. Je pense qu'ici, pour le livre de poche, c'est en 2022. Non, pas du tout. Je dois aller de l'autre côté. Là, c'est en 2025. Kim Fu est une autrice qui est née au Canada, qui vit actuellement aux États-Unis. Je ne connaissais pas du tout cette autrice et je ne connaissais pas non plus le livre. Je n'avais pas vu qu'il avait eu le prix des lecteurs en 2025. J'ai croisé cette autrice au Quai du Polar 2025. On est avec 5 filles, Dina, Nita, Isabelle, Andy et Shoban, ou Soban, je ne sais pas comment ça se dit. Ces 5 filles se retrouvent au même endroit dans le camp de Forevermore. C'est un camp, un stage, un camp de vacances assez classique, pas de violence, pas de choses bizarres, enfin vraiment plutôt un camp pour apprendre la vie, un peu comme un camp scout. Hein. Ces 5 filles se retrouvent là, elles ont 10-12 ans, si ma mémoire est bonne. Il y a une chose qui va se passer lorsqu'elles sont dans ce camp. Et cet événement va chambouler leur vie. Le parti pris, c'est de se poser les questions de est-ce que c'est cet événement qui les change ou est-ce qu'elles ont réagi comme elles l'ont fait parce qu'elles étaient parce qu'elles avaient une personnalité avant l'événement. Je ne t'en dis pas plus parce qu'évidemment ce serait extrêmement spoilant, parce qu'on apprend ce qui s'est passé quasiment tout à la fin du livre. Le livre va se découper en différents chapitres qui vont à chaque fois s'attarder sur l'une des 5 filles. On parle donc d'une des filles et à chaque fois on va revenir dans le passé, dans le présent et on va un petit peu alterner les chapitres actuels, comme ça on avance dans l'histoire et dans la chronologie pour arriver à cet événement et à l'après-événement, mais on va avoir le point de vue et l'histoire de chacune de ces jeunes filles. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est vraiment dans des aspects très psychologiques. On suit leur personnalité, tout est très construit, les personnalités sont assez denses, les personnalités sont aussi très originales. Je trouve que ce ne sont pas des filles qu'on rencontre tous les jours. Donc je trouve que déjà rien que ça, c'est original et c'est pertinent. C'est très humain aussi en termes de portrait de personnages. J'ai trouvé que le rythme était vraiment idéal, c'était très équilibré. Jamais d'ennui, pas de longueur, c'est une belle écriture aussi. Je vais vraiment lire d'autres livres d'elle parce que j'ai beaucoup aimé sa manière d'écrire. On est en tension jusqu'à la fin. Et tu vas te demander évidemment pourquoi, eh bien, je ne l'ai pas adoré. C'est parce que la fin m'a un peu déçue. Je trouvais qu'avec tout ce qui était mis en place, moi j'ai pas été convaincue par l'événement en lui-même et par le fait que ce soit aussi traumatisant ou changeant. Donc malheureusement, cet événement-là, cet élément-là et la fin ne m'ont pas plu assez et j'ai été très déçue, donc je suis retombée. C'est pour ça que je reste assez mitigée, même si les 3/4 du livre m'avaient vraiment bien séduite. J'aurais aussi voulu qu'on aille un cran plus loin dans les liens psychologiques et dans le portrait de ces filles, mais peut-être que si la construction identitaire avait du coup été un peu plus creusée et en lien avec l'événement, peut-être qu'alors j'aurais été davantage emportée par l'entièreté du roman, mais j'ai eu l'impression que même si les portraits psychologiques et les portraits des personnalités étaient intéressantes, c'était pas toujours en lien avec cet événement. Voilà, bon alors peut-être que là aussi je me trompe, mais c'est ce que j'en ai pensé. Ensuite, j'ai lu, enfin, parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de découvrir ces 3 pièces de théâtre de Shakespeare. C'est donc Hamlet, Othello et Macbeth que j'ai lu au livre de poche. Non, je ne suis pas sponsorisée malheureusement, mais c'est le livre de poche qui est bien représenté ici et ce n'est pas fini.
Shakespeare est donc un auteur anglais. Je ne t'apprends pas grand-chose. Les différentes pièces ici ont été écrites en 1600 et quelques. J'aurais dû regarder davantage quand est-ce qu'elles sont parues. C'est une lecture commune que j'ai faite avec Audrey, et donc merci encore à toi pour cette lecture commune parce que eh bien, j'ai pu enchaîner les trois. On peut un petit peu, comme d'habitude, échanger autour de la lecture, autour de ces trois lectures. Et donc voilà, c'est vraiment très plaisant de pouvoir partager ces moments lecture. Ces trois histoires ont comme point, comme liant, le fait que Shakespeare essaye de montrer les bassesses humaines, les failles, les gros défauts. Hamlet est le roi du Danemark. Son père a été tué. Il a été tué par son oncle. Et le spectre de son père revient hanter Hamlet / d'autres personnes. Dans l'histoire d'Othello, on est plutôt là sur un noble qui est mort à Venise. Et là où son couple va bien, alors que son couple va bien, pour des raisons, là aussi, d'envie, de jalousie, on essaye de faire capoter ce mariage et donc on va lui susurrer à l'oreille des choses qu'aurait faites son épouse. Et donc la jalousie va évidemment monter petit à petit chez Othello. Et dans Macbeth, là on est sur une envie de pouvoir, on est en Écosse, il y a une envie d'usurper la couronne. Donc on voit que, quel que soit le pays, eh bien, il y a un peu ces péchés qui sont bien présents, la jalousie, l'orgueil, l'envie. Donc tout ça, la colère, voilà, tout ça est bien représenté. Il y a également à chaque fois en toile de fond la folie, parce qu'on peut vite basculer dans la folie, qu'on fasse semblant au début ou pas, et on peut y être parce que la colère peut rendre fou, parce qu'on peut être fou de tristesse. Voilà, il y a quand même cette dimension-là qui est explorée. Je trouve que ce qui ressort, c'est que finalement, il en faut peu pour dévier, même quand au départ, la personne était bien, sous tout rapport, qu'elle allait bien, qu'elle fonctionnait bien, qu'elle était gentille, ou qu'elle avait des valeurs. Et bien très vite, quand on vient, quand on pousse, quand on appuie sur certains boutons, ou quand on bascule tout simplement, et bien on peut vite donc basculer vers autre chose. J'ai bien aimé, en fait j'aime bien les thématiques qu'aborde Shakespeare, j'aime bien ses histoires aussi, je trouve c'est vrai qu'elles sont assez fortes. Malheureusement, ce qui pêche, et là je pense que beaucoup ne seront pas d'accord, voire contents, mais ouais, c'est comme ça. En fait, je ne suis pas fan du style de Shakespeare. Je pense que ce qui peut expliquer cela, c'est que d'une part, il y a beaucoup de références et beaucoup de jeux de mots qui doivent être très forts en anglais, mais qui en français, je trouve, passent moins ou sont moins visibles. Donc tout ça, je passe à côté, ainsi que les références, parce que je ne les ai pas toujours. Et la deuxième chose, c'est qu'il est aussi un peu trop caricatural, il passe un petit peu vite, il y a parfois beaucoup de personnages, et donc j'ai souvent une impression comme ça que c'est un peu brouillon. Soit quand il y a trop de personnages, on perd un peu le fil, on ne sait pas très bien qui ils sont ou pourquoi ils sont intéressants, parce qu'ils n'apparaissent pas très longtemps, ou alors ce sont des actions qui s'enchaînent et on ne comprend pas non plus pourquoi est-ce que ce personnage réagit de la sorte, parce que ça va trop vite et donc au niveau psychologique il n'y a pas assez d'assises pour que ça rende crédible les enchaînements d'actions. Et donc ça c'est ce qui pêche chez moi par rapport à son écriture ou son scénario. Voilà, il y a plusieurs éléments que je viens de citer, mais c'est pour ça que je ne suis pas séduite outre mesure par Shakespeare et ses pièces. Il n'empêche que je suis vraiment très contente d'avoir découvert ces pièces parce qu'elles sont classiques. Il n'y a que des références à Shakespeare et chaque personnage est utilisé un nombre incalculable de fois dans d'autres romans. Et donc rien que pour ça, pour la culture livresque, c'est important finalement de savoir d'où ça vient. C'est un livre que je vais garder, que je vais sans doute relire, mais voilà, je pense que je passe sans doute à côté de certaines choses. Et puis bon, de toute façon, on peut pas, tous les auteurs ne peuvent pas nous plaire non plus, hein. Donc ici, ce n'est pas le cas. Il ne me plaît pas comme d'autres me touchent ou m'impactent. J'en ai encore 3 à te présenter et les 3 derniers sont vraiment 3 livres que j'ai beaucoup aimés.
Le premier, c'est le 3e tome de la trilogie Capitale du Sud, écrit ici par Guillaume Chamanadjian. C'est donc les contes suspendus. On est donc au livre de poche. Ça a été publié en 2023 aux Forges de Vulcain, et pour l'édition du livre de poche, là, ça a été publié en 2024. C'est un auteur qui est français. Dans cette trilogie, l'histoire est complexe parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Dans le premier tome, on va suivre le personnage principal, Nox, qui vit dans la capitale du Sud. Et là, c'est une ville qui est subdivisée en petits hameaux, enfin pas hameaux, mais en quartiers. Chaque hameau, donc chaque noble, va être représenté par une maison, et c'est une maison de la Kawan, maison de la tortue. Voilà, il y en a plus de 12 ou une douzaine. Évidemment, il y a les prises de pouvoir, parce que certaines maisons ont plus d'influence, d'autres en ont moins. Il y a des alliances, des trahisons. On est sur cette toile de fond. Nox est un commis d'épicerie qui finalement est lié à une maison et donc va jouer un rôle assez important. On a une fantaisie qui est présente dans ce livre, mais de manière un peu subtile. Ce ne sont pas des personnages qui jonglent avec la magie, c'est une magie qui règne dans l'univers à un moment donné, dans certaines circonstances, que je te laisserai découvrir. C'est une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée, même si je trouve qu'on est entre jeune adulte et adulte, dans le sens où les personnages ont une petite vingtaine d'années, mais surtout, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tension. On a l'impression, en tout cas quand moi je lis cette trilogie, même si j'apprécie vraiment beaucoup l'histoire, les personnages, les idées, je trouve qu'on ne vibre pas énormément. C'est le bémol de cette lecture. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. S'il y avait ça, avec quelques enjeux pour les personnages, voilà. Alors il y en a hein, pour certains, honnêtement, voilà, il y a des gens qui meurent, il y a des choses qui arrivent aux personnages, mais je suis restée avec certaines impressions qui n'allait rien arriver aux personnages principaux. Ce que j'ai particulièrement apprécié par contre, c'est que je trouve qu'au niveau du scénario, il y a une construction, il y a une intelligence dans la création de cette histoire. On a un tome 3 qui clôt vraiment toute cette trilogie-là. Il y a des liens qui sont faits avec Capitale du Nord, des liens qui sont faits avec le tome 2 et le tome 1. Il y a toute une cohérence dans même les titres, dans le nom de la série et dans les différentes aventures qui vont survenir. Je trouve que c'est donc extrêmement bien fait, et ça c'est ce que je salue vraiment pour cette trilogie. Quand on aime une histoire bien faite, bien construite, là on le retrouve. On a un très chouette système de magie, et moi ce sont des personnages aussi qui m'ont énormément plu, parce que Nox est très attachant, pas que Nox d'ailleurs, mais j'aime beaucoup l'évolution de ce personnage. Il y a également aussi beaucoup d'aventures. Voilà, donc beaucoup de choses réunies dans ce livre que je te recommande si tu aimes la fantaisie. Ensuite, vu que j'avais adoré Décomposer, j'ai voulu retenter l'aventure avec Clémentine Beauvais, ici dans Songe à la douceur. On est aux éditions Point. En 2016, ça a été publié chez Sarbacane, et pour la présente édition, ça a été publié en 2018. Clémentine Beauvais, donc une autrice française, et dans ce livre-ci, qui est aussi un roman poésie, elle va prendre le parti, donc c'est toujours super original avec Clémentine Beauvais, elle prend le parti ici de faire une sorte de réécriture du livre de Pouchkine, Eugène Onegin, que par ailleurs j'avais vraiment adoré, j'avais trouvé ça tellement bien écrit. Bon, donc j'étais très curieuse évidemment quand j'ai lu la 4e de couverture et que je me suis rendu compte que c'était vers ça qu'on allait. Dans cette histoire, on va suivre Eugène et Tatiana qui vont se recroiser dans la rue alors que ça fait 10 ans qu'ils ne se sont plus vus, plus parlé. On va petit à petit comprendre ce qu'il s'est passé, le lien qu'il y a entre les deux, ou qu'il y avait entre les deux, et voir un petit peu ce que ce présent, cette rencontre, va entraîner chez ces deux personnages. La plume est magnifique. J'adore la manière dont elle écrit, que ce soit sa prose,
Ici, c'est quand même assez rimé aussi, mais ce n'est pas de manière classique, mais ça sonne extrêmement bien, c'est d'une grande musicalité. Il y a aussi ce petit côté un petit peu drôle, à plein de moments. Il y a une grande modernité aussi, parce que le roman de Pouchkine là, date. Ici, c'est une revisite de ces personnages avec des petits clins d'œil, c'est assez marrant, mais on est sur quelque chose de très moderne, ancré dans le monde actuel, dans les références actuelles, et dans ce que peut être une relation amoureuse quand ils ont 20 ans, ou quand ils en ont, quand ils en ont 15 ou quand ils en ont 25. C'est une belle histoire d'amour. Ce sont des personnages qui sont un petit peu torturés, ce qui n'est pas pour me déplaire. Il y a une très belle fin, enfin en tout cas une fin très intéressante, j'ai beaucoup aimé ce dénouement. J'ai bien aimé aussi l'évolution des personnages, lorsqu'ils se connaissaient, lorsqu'ils se sont rencontrés, et puis après, lorsqu'ils se sont recroisés. C'est un beau récit, une belle écriture, honnêtement, j'ai adoré. Songe à la douceur. Et puis je termine avec une excellente lecture, hein, si je puis dire, parce que déjà l'autre, il était bien haut. Ici, j'ai enfin lu Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. On est aux éditions Folio Classique et il a été écrit en 1845. Alexandre Dumas est un auteur du 19e siècle puisqu'il est né en 1802. Et c'est une lecture que, bon, j'avais mis dans mes 25 livres à lire pour 2025. C'est fait, c'est pas des moindres. Enfin, c'est pas le plus petit de ma pile à lire, donc je suis enchantée de l'avoir lu et j'étais vraiment très impatiente de le faire. Et en plus, j'ai fait cette lecture en commun avec Céline de la chaîne Sélection Manga. Et si tu ne connais pas, je t'invite à aller découvrir sa chaîne. En tout cas, si tu aimes les mangas, tu vas être servi parce que c'est une très chouette chaîne qui parle de manga, comme le nom l'indique d'ailleurs. Dans ce livre classique, on est en 1815, on va suivre Edmond Dantès qui a tout pour lui. Il va être bientôt promu capitaine, il est fiancé à une fille qu'il aime, il est choyé, entouré par son père, par ses amis. Il est apprécié, il est jeune, il a vraiment tout pour plaire et pour réussir. Mais voilà, un peu comme pour Shakespeare, cela va attirer la convoitise, la jalousie, l'envie. Certains, du coup, vont vouloir sa perte et vont essayer évidemment d'entraîner sa chute. Edmond Dantès va alors chercher à se venger. Quand en plus la politique s'en mêle, eh bien il y a vraiment énormément de choses dans ce livre. C'est un grand roman, il y a de l'aventure, il y a des vengeances, de l'amour, des questions morales, de la résilience, des questions politiques, des intrigues. C'est superbement bien écrit. J'avais envie de lire tout haut certains passages. C'est tellement haletant qu'une fois fini, déjà de 1, on a envie de reprendre la lecture et de recommencer. On ne s'ennuie jamais alors qu'il y a 1300 pages, enfin 1289 pages exactement. On ne s'ennuie jamais, tout est intéressant, tout sert à l'intrigue, tout est intéressant, enfin c'est vraiment fou, c'est hallucinant. Les personnages sont tellement vivants qu'on les palpe, on a l'impression qu'ils sont devant nous. C'est vraiment très très bien fait. On les exploite, on les explore énormément. Tout est évidemment bien ficelé, chaque détail compte. On y parle des différentes passions. Que dire d'autre, honnêtement, c'était sublime. C'était vraiment super. Voilà, j'ai adoré ma lecture du Comte de Monte Cristo et je suis super contente d'avoir enfin fait cette lecture. Voilà pour le topo du jour. J'espère que tu as eu quelques idées, que ça t'a donné envie de lire certains d'entre eux. Est-ce que tu en as lu certains? Est-ce que tu en as lu d'autres ces dernières semaines? N'hésite pas à partager tout ça en commentaire. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, évidemment, que le plaisir de lire soit avec toi.